S'il y a bien un homme qui a influencé la politique dans le monde entier de par sa pensée, c'est bien Karl Marx. En effet, c'est lui qui est à l'origine du courant idéologique qui aura marqué l'histoire contemporaine, le marxisme, plus communément appelé le communisme. Aujourd'hui, nous allons voir qui était Karl Marx, quelle était sa pensée, en quoi elle est visionnaire d'un point de vue économique et sociologique, et à quoi ressemble le communisme selon Marx. Karl Marx est donc un sociologue et économiste d'origine allemande ayant vécu au XIXe siècle, plus précisément de 1819 à 1883. Le début de sa vie fut donc marqué par l'émergence des mouvements libéraux et nationalistes, notamment en Allemagne. Marx s'inscrit donc très rapidement dans ses débats politiques. Par exemple, à 24 ans, il fut directeur de la rédaction du journal La Gazette rhénane d'octobre 1842 à mars 1843. Ce journal était relativement populaire avec quelques 3000 abonnés et surtout il était réputé pour être une des voies d'expression des opinions libérales favorables donc à une liberté publique comme la liberté de la presse, mais c'était aussi un journal favorable à l'unification allemande. Karl Marx témoignait à cette époque d'une volonté d'unir les nombreux États allemands qui existaient en une seule république démocratique et centralisée. Mais à cette époque, le jeune journaliste Karl Marx était en opposition avec la société capitaliste et son abus du droit de propriété. Il s'exprime d'ailleurs aussi sur l'union douanière du Zollverein qui abolissait les droits de douane entre les nombreux États allemands. Il était conscient que l'union douanière allait provoquer une concurrence déloyale sur certains marchés de production comme par exemple la viticulture. Mais l'engagement de Karl Marx pour le socialisme se développera à partir de son exil en France en 1843. À partir de là, Marx côtoie les milieux ouvriers et rencontre de nombreux intellectuels socialistes anticapitalistes comme Proudhon, Flora Tristan, Bakounine et évidemment Engels. Mais avec ce dernier, Karl Marx nourra une relation bien plus qu'intellectuelle et leur amitié les fera évoluer énormément dans leurs idées. Maintenant, parlons de la lutte des classes, parce que c'est le point fondamental dans la théorie marxiste. Selon celle-ci, les différentes classes sociales mènent une lutte les unes contre les autres, et c'est ce qui fait avancer l'histoire. Pour ce qui est du point de vue social et historique, Marx détaille bien sa pensée dans des ouvrages qui sont reconnus aujourd'hui comme des classiques, parmi lesquels nous retrouvons le Manifeste du Parti communiste publié en février 1848, sur lequel nous reviendrons, ainsi que Les luttes des classes en France, publié en 1850, et enfin le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, paru en mai 1852. La théorie historique de Marx repose sur le matérialisme historique, c'est-à-dire que les rapports économiques entre les différentes classes sociales sont à l'origine de tous les mouvements historiques. Le passage d'une société à une autre se réalise nécessairement par l'extinction d'une classe au profit d'une autre. Le passage de la société féodale à la société capitaliste s'est réalisé par exemple avec la disparition de la noblesse au profit de la bourgeoisie industrielle. L'ordre social s'est retrouvé bouleversé avec, dans le cas de la société capitaliste, la disparition des coutumes ancestrales qui assuraient les rapports de subordination et de solidarité au sein de la société féodale. Désormais, c'est le principe de la propriété qui guide tous les rapports sociaux. C'est ainsi que Marx a théorisé au fur et à mesure de son œuvre un certain nombre de classes sociales et sous-classes qui ont chacune influencé l'évolution politique de l'Europe. Pour vous faire simple, Marx reprend les thèses libérales d'Adam Smith et David Ricardo qui distinguent trois catégories d'individus, même s'ils ne les appellent pas tous de la même manière. Nous avons les propriétaires fonciers, qui sont notamment dans le cas de l'agriculture, mais aussi en partie dans le cas de l'industrie, les propriétaires des terres, des terrains, à qui le capitaliste paye un loyer. D'ailleurs, parlons-en des capitalistes, car eux représentent les détenteurs des capitaux, c'est-à-dire des moyens de production, des machines et outils de la production. Ils mettent ces dernières à disposition des travailleurs à qui ils achètent la force de travail sous forme de salaire. Et ensuite, nous avons évidemment les travailleurs, les ouvriers. Ceux-ci représentent les individus n'ayant que leur force de travail à vendre aux capitalistes. Ils sont donc aliénés de toute capacité de décision sur leurs entreprises. Après la distinction entre ces trois grandes classes, Marx distingue, comme je l'ai dit, des sous-classes parmi lesquelles, par exemple, l'aristocratie financière, c'est-à-dire la haute bourgeoisie qui contrôle les grandes entreprises bancaires, minières et ferroviaires, et qui étaient les grands gagnants de la monarchie de Juillet, comme je l'ai dit d'ailleurs dans ma deuxième vidéo sur l'histoire de la droite. Nous avons ensuite la bourgeoisie industrielle qui détient les manufactures et les usines qui ont été les grands gagnants de la Révolution française de 1848. Et toujours avec le qualificatif de bourgeois mais à part, nous avons la petite bourgeoisie.
Et ce qui est intéressant avec cette catégorie, c'est que Karl Marx la théorise réellement comme une catégorie à part. En effet, ils sont représentés, les petits bourgeois, comme des victimes sur le long terme du capitalisme et de ses contradictions, qui provoquent des aléas économiques défavorables à cette classe d'artisans et de travailleurs libéraux. Mais par manque de conscience de classe, la petite bourgeoisie se croit gagnante du système capitaliste, et c'est cela qui fait qu'elle soutiendra le capital. Ensuite, nous avons le prolétariat qui constitue la part des ouvriers ayant une conscience de classe et qui est chargé, selon Marx, de renverser la société capitaliste. Puis ensuite, nous avons le Lumpenproletariat, à réellement distinguer du vrai prolétariat étant donné que Marx voit cette catégorie comme le sous-prolétariat, une classe de marginaux, mal nourris, mal logés, prêts à tout pour avoir un peu d'argent, quitte à s'enrôler dans l'armée pour défendre le grand capital. Et enfin, nous avons la paysannerie parcellaire, c'est-à-dire la part des paysans ne disposant que de leur lopin de terre qui leur permet de se nourrir et de vivre en autarcie du reste de la société. Ce souhait d'être éloigné de toute problématique liée à la lutte des classes est ce qui justifie, selon Marx, les positions conservatrices de la paysannerie sur toutes les questions sociales. Maintenant, parlons d'un point de vue économique. Nos connaissances sur la pensée de Marx en économie sont essentiellement tirées de son ouvrage Le Capital, dont le premier tome est le seul à être paru de son vivant en 1867, et deux autres ayant été publiés à titre posthume sur ses manuscrits personnels par Friedrich Engels. Je ne vais donc pas rentrer sur tous les points soulevés par l'économiste Marx, mais nous allons parler des principaux. Tout d'abord, la base de la pensée économique de Marx, c'est la valeur travail. Je m'explique. Selon lui, le processus qui permet dans l'industrie de faire une plus-value à partir d'une matière première se repose sur l'apport en capital constant d'une part, ce que l'on appelle l'investissement, et d'autre part sur la force de travail nécessaire à la conception de la marchandise. À partir de là, si on souhaite déduire la valeur du travail, on distingue donc la valeur du capital apporté, donc capital constant, matière première, etc. Puis ensuite, on déduit ça du prix de vente et on obtient la valeur abstraite du travail. Mais toute cette valeur abstraite n'est pas redistribuée au travailleur seul. Une partie lui est redistribuée sous forme de salaire, c'est ce que Marx appelle la valeur sociale du travail, ce que l'on reconnaît qui est dû au travailleur. Mais la différence entre le travail abstrait et le travail social correspond à la plus-value réalisée sur la vente de la marchandise et qui revient aux propriétaires fonciers et surtout aux capitalistes. De par cette logique, Marx déduit une forme d'exploitation des travailleurs qui est due à la propriété privée des moyens de production. Marx voit aussi dans la mécanisation une forme d'aliénation du travail. L'ouvrier n'a plus conscience de la valeur de ce qu'il fait, il ne ressent plus l'utilité de son travail. Mais en plus de l'aliénation, la mécanisation apporte un élément plus technique de l'approche de Marx, c'est la rivalité entre les différentes branches de production. En effet, selon l'analyse mathématique de Marx, la branche la plus mécanisée sera plus compétitive et fera potentiellement plus de profit que les branches les moins mécanisées. Cette analyse démontre la nécessité dans le capitalisme d'investir toujours plus dans de nouvelles machines. Mais le problème que soulève Marx, c'est que à force d'investir dans un capital toujours plus coûteux, toujours plus onéreux, eh bien les taux de profit finissent par diminuer, ce qui provoque en partie les crises économiques. En fait, les taux de profit ne s'accroissent que tant que la hausse de la valeur du capital constant est compensée par la baisse du coût de la main-d'œuvre. Et là, je pense que vous commencez à comprendre le rapport entre le chômage, le temps de travail et les crises économiques. Car cette loi de baisse tendancielle des taux de profit amène un élément de résolution aux crises, selon Marx. Pour mettre fin à la crise économique et pour restaurer les profits, les capitalistes vont avoir tendance à chercher à augmenter le temps de travail ou du moins à améliorer la productivité des travailleurs sans pour autant augmenter les salaires dans les proportions suffisantes. Et de ce point de vue-là, Marx avait en partie raison, car on voit aujourd'hui, alors que la productivité commence à diminuer, que le discours libéral appelle à une augmentation du temps de travail ou à une plus grande souplesse au niveau des salaires. Et j'irai plus loin en disant que la réforme des retraites fait partie de ce système. En effet, si on accroît la main-d'œuvre disponible pour une même économie, eh bien le nombre de chômeurs aura tendance à augmenter et ces chômeurs auront donc eux-mêmes tendance à avoir moins d'exigences au niveau des salaires. C'est ce que Marx appelle l'armée de réserve du capital. Et si jamais celui-ci a besoin de plus ou moins de main-d'œuvre, eh bien ils peuvent faire appel à cette armée de réserve qui sera prête à travailler, même pour des salaires en dessous de ce qu'ils mériteraient. Mais là, je m'égare. Pour revenir à la baisse des taux de profit, une autre solution que les capitalistes trouvent pour restaurer les profits suffisants,
c'est aller chercher à diminuer le coût des matières premières et des machines nécessaires à la production. C'est notamment comme cela que Marx justifie la colonisation, où on va coloniser de nouveaux territoires pour avoir des matières premières pas chères. C'est donc après avoir réussi à diminuer le coût de la main-d'œuvre et de la matière première que les profits peuvent repartir à la hausse avec l'innovation et les diminutions du coût du capital constant pour toujours plus mécaniser, pour toujours plus innover, pour qu'au final, un jour, les profits baissent à nouveau et que le schéma se répète encore. Mais Marx estime que ce système ne peut pas durer pour l'éternité et finira par s'effondrer de lui-même au gré de ses contradictions. C'est le dernier aspect de Marx que nous allons voir aujourd'hui, l'aspect militant. Et comment parler de Marx, du militant Marx, sans développer un minimum sur le manifeste du Parti communiste créé en collaboration avec son ami de toujours, Friedrich Engels. Pour vous replacer dans le contexte de l'écriture de ce manifeste, en 1847, ces deux compagnons intègrent la Ligue des Justes, qui est une sorte de parti politique d'extrême gauche et exclusivement composé de socialistes. Je rappelle que être socialiste au XIXe siècle, c'est 1000 fois plus radical qu'être socialiste aujourd'hui, et qu'il n'y a aucun point commun entre les anarchistes de la Ligue des Justes et Raphaël Glucksmann aujourd'hui. Car les premiers sont des socialistes au sens idéologique du terme, et le deuxième est socialiste au sens qu'il appartient au parti politique dit socialiste. Bref, pour revenir à Marx et Engels, les deux amis vont prendre peu à peu le contrôle de l'appareil politique de la Ligue jusqu'à faire en sorte qu'elle change de nom en Ligue des communistes en juin 1847 et pour l'occasion, les deux confrères vont devoir écrire un manifeste pour le Parti communiste en février 1848, il sera publié. Et donc à l'intérieur du manifeste, nous retrouvons le résumé de la pensée communiste. Dedans, les deux compagnons résument la spécificité du mouvement communiste par rapport aux autres partis ouvriers et définissent l'orientation générale de la lutte du communisme. Par exemple, une des spécificités du mouvement communiste serait son internationalisme. Son souhait est l'émancipation des travailleurs de tous les pays et de toutes les nationalités. Deuxièmement, la priorité est donnée pour le mouvement communiste d'abolir la propriété bourgeoise, la propriété privée des moyens de production. Il s'agit d'insister sur ce point, propriété privée des moyens de production, parce qu'il ne s'agit pas de retirer la propriété issue du travail revendiquée par la paysannerie et la petite bourgeoisie. Il s'agit de redonner le contrôle des moyens de production au prolétariat. Il faudrait reconnecter l'ouvrier à ce qu'il produit en abolissant le salariat, en faisant en sorte que les richesses créées profitent aux ouvriers pour les émanciper, contrairement au modèle salarial qui les maintient dans la même condition. La pensée de Marx ne constate pas le rapport de classe que dans le cadre du travail, mais également dans le cadre familial. Il démontre dans le manifeste du Parti communiste que la bourgeoisie, dans ses grandes morales sur la manière dont les ouvriers devraient éduquer leurs enfants, cacherait le fait que ce serait la bourgeoisie elle-même qui déchirerait toujours plus les liens familiaux des prolétaires en transformant les enfants en de simples instruments de travail dans les ateliers. Marx promue l'éducation gratuite et obligatoire. Il faut savoir qu'à l'époque, ce genre d'idée était tout à fait novatrice. On rappelle qu'en France, à cette époque, un enfant pouvait travailler dès l'âge de 8 ans. Pour ce qui est des droits de la femme, le communisme entend également sortir la femme de son rôle de productrice d'enfants et abolir la prostitution. D'un point de vue des mesures recommandées de façon programmatique, Marx et Engels listent 10 mesures à appliquer pour mettre fin aux exploitations économiques, parmi lesquelles l'expropriation des propriétaires fonciers, un impôt progressif, l'abolition de l'héritage, la création d'une banque nationale pour assurer le monopole de l'État dans le crédit, la nationalisation des manufactures, l'obligation de travailler et enfin l'éducation gratuite et je vous passe le reste. Pour mettre en place ces mesures, le mouvement communiste doit avoir pour but la révolution socialiste qui amènera la dictature du prolétariat, entraînant l'arrivée d'une société socialiste avec les mesures que je vous ai dites avant. Puis, au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, la société socialiste finira par faire disparaître l'État, la monnaie et les classes sociales. Ce sera la société communiste. Alors, sans vouloir critiquer l'idéologie communiste, je suis obligé de vous dire que la pensée de Marx a partiellement échoué jusqu'à aujourd'hui. La pensée selon laquelle la révolution viendrait des masses apparaît aujourd'hui comme une utopie. Sans même parler de l'URSS et des autres régimes qui se disent communistes, nous pouvons parler du fait qu'il n'y a pas eu de révolution en Europe occidentale. À chaque fois qu'un mouvement social aurait pu devenir une révolution, il a échoué.
En France, on a eu notre lot, la Commune de Paris en 1871, les grèves massives en 1936, en 1947, avec la privatisation de l'après-guerre, ou encore celle du mouvement de mai 68. Toutes ces révoltes se sont soldées par des échecs du point de vue marxiste. À l'échelle mondiale, l'idée d'une révolution socialiste apparaît de plus en plus improbable. Tous les pays où le mouvement ouvrier était puissant ont pris une direction inverse. Que ce soit les pays qui se disent communistes comme la Chine, Cuba ou le Laos, ou même des pays plus inattendus comme Israël sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. De plus, certaines idées marxistes héritées de la tradition libérale ne font plus l'unanimité. Les néoclassiques ont développé l'idée selon laquelle la valeur d'une marchandise ne dépend plus de la quantité de travail nécessaire à sa fabrication, mais de l'offre et de la demande, qui n'est pas assez prise en compte dans les écrits de Marx. Bref, Karl Marx, entendons-nous bien, a eu des idées révolutionnaires, sans mauvais jeu de mots, au niveau de l'économie, de l'histoire des sociétés et des rapports sociaux. L'étude de sa pensée est toujours utile dans un certain nombre de sujets, mais il faut savoir garder un regard critique sur ses écrits. D'un point de vue politique, ce n'est pas moi de vous dire si ce que dit Marx est la vérité de ce qu'il faut faire ou si ses écrits sont utopistes. Mais j'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre que le communisme selon Marx, ce n'est pas l'URSS de Staline, ce n'est pas la Chine de Mao Zedong, ce n'est pas non plus le PCF de Fabien Roussel. Le marxisme en tant qu'idéologie, c'est un idéal, ce sont des méthodes radicales dont seul Marx peut vous apporter un éclairage. Il ne faut donc pas écouter les gourous des médias traditionnels et parfois d'internet qui vont vous faire croire telle ou telle chose sur ce qu'est le communisme. Si vous voulez vous dire communiste ou absolument anticommuniste, il faut avoir un regard critique sur ce qu'est le communisme selon Marx. En attendant, j'espère que ma vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à regarder les autres qui sont disponibles sur la chaîne. J'espère que je vous ai apporté un regard critique et des connaissances sur l'auteur Karl Marx qui, loin d'être seulement un théoricien politique, est une référence pour les sciences humaines. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!